Aujourd'hui, je vous propose de mener l'enquête sur l'un des chapitres les plus terribles et les plus effroyables de la Bible, la destruction de Sodome et Gomorrhe. D'après le texte de la Genèse, Dieu aurait décidé de châtier les habitants de ces villes de débauche en envoyant une pluie de feu et de soufre sur les deux cités. La destruction de Sodome et Gomorrhe est l'un des récits les plus édifiants de l'Ancien Testament. Mais ces deux villes ont-elles réellement existé? Et si tel est le cas, comment la science et l'archéologie expliquent-elles un destin aussi tragique? Pour répondre à ces questions, j'examinerai des restes de matière carbonisée trouvés sur la côte est de la mer Morte. J'étudierai des archives géologiques vieilles de plus de 50 000 ans. Cette couche correspond à un tremblement de terre? Puis j'essaierai de recréer une arme biblique de destruction massive. Ça pue! À la recherche de la vérité, je ne reculerai devant rien. Ça va être une grande aventure! Bonjour, je m'appelle Josh Bernstein. Je me trouve sur le site archéologique le plus connu de Jordanie, Petra. Est-ce que ce n'est pas spectaculaire? Si je suis en Jordanie, ce n'est pas pour explorer un lieu célébré pour sa splendeur, mais pour en apprendre plus sur la destruction de deux cités symboles de débauche, Sodome et Gomorrhe. La Genèse fait référence aux habitants de Sodome et Gomorrhe et les décrit comme des scélérats et de grands pécheurs contre l'Éternel. Il déclenche la colère de Dieu dont le châtiment s'abattra sur les deux cités. Un seul homme parvient à réchapper à la destruction de Sodome et Gomorrhe. Il s'agit de Lot, le neveu du patriarche Abraham. Dieu permet à Lot, à sa femme et à ses enfants de fuir la ville à une condition. Ils ne doivent jamais regarder en arrière. Mais la femme de Lot désobéit à l'ordre du Tout-Puissant et elle est immédiatement changée en statue de sel. C'est un récit extraordinaire. Mais existe-t-il des preuves archéologiques qui pourraient corroborer cette histoire? Les villes de Sodome et Gomorrhe ont-elles réellement existé? C'est dans la Genèse, chapitre 10, verset 19, qu'on fait pour la première fois référence aux deux villes. Elles font partie des soi-disant 5 villes de la plaine. Adama, Séboïm, Zoar et enfin Sodome et Gomorrhe. De nombreux spécialistes s'accordent pour dire que les 5 villes se situeraient ici, dans la vallée du Jourdain, sur les côtes de l'une des étendues d'eau les plus connues au monde, la mer Morte. Au cours des millénaires, l'eau de la mer Morte s'est évaporée plus rapidement qu'elle n'est venue la remplir. Au bout du compte, la mer est devenue si salée qu'aucune forme de vie n'a réussi à s'y développer, d'où son nom. Mais à ma grande surprise, certains des habitants lui attribuent un surnom bien différent, Buhayat Lut, ce qui en arabe signifie la mer de Lot. À 400 mètres à peine au-dessous du niveau de la mer. C'est l'endroit le plus bas de la terre. C'est aussi l'endroit où, d'après de nombreux spécialistes, les villes de Sodome et Gomorrhe étaient bâties il y a bien longtemps. Certains pensent qu'elles se trouvaient sur la côte ouest, aujourd'hui l'État d'Israël. D'autres pensent qu'elles se situaient ici, sur la côte est, en Jordanie. Et un troisième groupe affirme que les villes auraient été englouties par les eaux mêmes de la mer Morte. Pour restreindre mes recherches, je contacte le chercheur jordanien Rami Khoury. Pendant des années, Rami a compilé les archives écrites de tous les sites archéologiques de Jordanie. Il me conduit à la réserve naturelle de Wadi Moujib pour que je puisse étudier un élément clé de l'histoire de Sodome et Gomorrhe, le témoignage palpable de la force de l'un des symboles les plus saisissants de la Bible, la femme de Lot. C'est un message. C'est un message moral qui est personnifié à travers des vestiges concrets. La voilà? Oui, c'est elle.
Je peux m'approcher? Oui, oui, allez-y. La femme de Lot, dominant la mer morte, est en réalité une colonne de pierre incrustée de sel et sculptée par le vent et l'eau. Elle est impressionnante. Oui. D'une hauteur d'environ 6 mètres, c'est un symbole imposant. Mais un peu trop grand, cependant, pour être considéré comme autre chose qu'une sorte d'épouvantail biblique, nourri par les légendes locales. Si on oublie la légende et qu'on l'étudie d'un point de vue métaphorique, quel est le message? Le message qu'on peut tirer du texte biblique et qu'on retrouve tout au long de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est que le peuple doit obéir à Dieu, doit lui être fidèle et lui faire confiance. Dans le cas contraire, la punition est la mort, et c'est ainsi tout au long de la Bible. Ce serait donc une sorte de croque-mitaine qui leur dirait « Vous avez intérêt à obéir à votre Dieu si vous ne voulez pas finir en statue. » Oui, je pense. C'est la leçon à tirer de cette histoire, et c'est la même dans de nombreux chapitres de la Bible. La question que l'on doit se poser est de quand date l'apparition de ces légendes? Quand est-ce que ces récits sont devenus partie intégrante des valeurs et de la mémoire collective? Rami m'explique que la Bible fut écrite quelques 1500 ans après les événements qui eurent lieu à Sodome et Gomorrhe. Il ajoute que les récits qui composent le livre de la Genèse ont d'abord été transmis par tradition orale durant des siècles avant d'être couchés sur papier. Ces histoires et ces récits sont basés sur des faits que l'on peut prouver dans la plupart des cas. Des faits géologiques, des faits géographiques, chronologiques et historiques. Alors Sodome et Gomorrhe auraient très bien pu exister. Je pense en effet que ces villes ont existé et qu'elles ont ensuite été détruites. Vous trouverez très certainement des sites où les indices archéologiques coïncident de façon précise avec des éléments décrits dans la Bible. Beaucoup voient dans la Bible la parole de Dieu, une parole indiscutable. Mais l'archéologie se base sur des preuves matérielles, et Rami m'annonce qu'il a encore de nombreuses choses à me montrer. Nous effectuons notre premier arrêt dans la petite ville de Madaba, à une 50aine de kilomètres au sud d'Amman, capitale de la Jordanie. Il m'emmène voir une très ancienne mosaïque qui pourrait contenir des indices quant à l'emplacement exact des 5 villes de la plaine. Madaba jouit d'une renommée mondiale grâce aux mosaïques qui recouvrent les dalles de pierre de certaines églises grecques byzantines. La base de l'église date de l'époque byzantine et le reste a été reconstruit au XIXe siècle. Lors de la construction de Saint-Georges, une église grecque orthodoxe, les ouvriers découvrirent une mosaïque datant du VIe siècle, incrustée dans le sol de ce lieu de culte. Et alors qu'ils reconstruisaient l'église, ils ont découvert cette extraordinaire mosaïque qui représente une carte de la Terre Sainte. Rami ajoute qu'il fallut plus de 11 000 heures de travail pour créer cette mosaïque de 84 mètres carrés et que le sol était composé à l'origine de plus de 2 300 000 petites tesselles de couleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on se place ici, on aperçoit Jérusalem, la ville fortifiée de Jérusalem. D'accord? Ici, vous avez le Jourdain avec les poissons qui remontent le courant, et là, c'est la mer Morte avec les 2 embarcations. Chose étonnante, les villes représentées s'alignent étroitement avec leur emplacement actuel quand on superpose une carte du XXIe siècle. On retrouve Jérusalem, Jéricho et la forteresse jordanienne située à Kérak. La précision évidente de la carte trouvée à Madaba a convaincu Rami que les villes de la plaine, Sodome et Gomorrhe inclus, se trouvaient autrefois sur la rive jordanienne de la mer Morte. Sodome et Gomorrhe sont sur cette carte? Eh bien, pas exactement, mais venez, on va passer de l'autre côté et vous allez voir. Voilà ce que je voulais vous montrer. Bala Kizupa. Ouais. C'est Bala, appelé aussi Ségor ou Zohar. Ah oui, Zohar. Rami me montre une autre église à l'est de Zohar qui porte une inscription différente. Qu'est-ce que ça veut dire? To Agios El, à Saint L ou bien au très grand L. L.
Lot, ça se pourrait. On pense que ce L signifie Lot. Malheureusement, le mot est incomplet. Mais quand on essaie, comme moi, de retracer l'histoire de Lot, c'est un bon point de départ. Deux choses sont certaines. Zoar, une des 5 cités de la plaine, ainsi que la montagne sur laquelle Lot et ses filles prirent refuge. C'est encourageant, ça voudrait dire qu'une des cités se trouve ici. Oui. Donc si j'étais à la recherche de Sodome et Gomorrhe ou d'une ville de la plaine, il faudrait fouiller par ici, au sud de la mer Morte. Ça c'est cool. Parfait, c'est là que je vais. Je parcours le royaume de Jordanie à la recherche de Sodome et Gomorrhe, les villes jumelles qui, d'après la Bible, furent détruites par la main de Dieu, car jugées immorales. Dans le livre de la Genèse, Sodome et Gomorrhe sont identifiées comme 2 des 5 villes de la plaine. Aujourd'hui, grâce à une carte vieille de 1400 ans, j'ai trouvé l'emplacement de la 3e cité, Zoar. Toujours sur cette carte, à côté de Zoar, se trouve la reproduction d'un ancien monastère. Serait-il possible que cette église détienne des indices concernant ces villes tristement célèbres? Pour le découvrir, je pars au sud de Madaba et parcours 80 km à la rencontre d'un archéologue qui pense avoir trouvé les ruines de l'église représentée sur la carte. L'armée jordanienne a accepté de nous y emmener dans l'un de ses hélicoptères. D'accord. Ils sont en train de me mettre en place, mon armée. Merci. Même en hélicoptère, il faut boucler sa ceinture. C'est bon? Pas de souci. Mon compagnon de voyage est un archéologue qui travaille au British Museum, Konstantinos Politis. En 1987, Konstantinos avait entrepris des fouilles en dehors des murs de Safi, l'ancienne ville de Zoar, selon lui. Ça n'a pas été de tout repos. Là-bas, dans la journée, la température peut dépasser les 55 degrés. Après 8 longues années de fouilles, il réussit à mettre à jour les ruines de l'ancienne église que nous allons visiter. La voici. On va arriver juste au-dessus. Elle se trouve à l'emplacement exact indiqué par la carte de Madaba, située sur une pente abrupte, face à la rive sud-est de la mer Morte. Je veux voir ça de plus près. Je sais, on va y descendre. Merci. Depuis l'hélico, nous avons une vue parfaite de l'ensemble du site. C'est tout simplement spectaculaire. Mais pourquoi construire une église dans un endroit si rocailleux et si difficilement accessible? L'hélicoptère ne peut pas se poser au sommet. Nous atterrissons au pied de la montagne, à environ 150 mètres du site archéologique. Merci. C'est parti! Pour atteindre l'ancien monastère, il faut d'abord monter une série d'escaliers en pierre, raides et en épingle à cheveux, taillés à même la montagne rocailleuse. Konstantinos m'explique que la mosaïque de Madaba l'intrigue depuis des années. Tout était déjà là? Oui. Quand vous avez commencé vos fouilles, ça ne ressemblait qu'à un vulgaire flanc de montagne. Tout à fait. Comme ceux que vous avez là. Tout était recouvert. Il n'y avait rien. La découverte de preuves solides de l'existence de l'église illustrée sur la mosaïque fut la première d'une longue série sur le site. Regardez ce sol. Oui, c'est une magnifique mosaïque, mais laissez-moi vous montrer quelque chose. Cette découverte importante, cette inscription-là. Konstantinos me montre une tablette très ancienne. La surface a souffert de l'érosion. Mais en versant un peu d'eau, les inscriptions apparaissent. On y voit mieux. C'est du grec. Il est écrit « Saint Lot, bénis tes serviteurs ».
La carte de Madaba faisait référence à ce site sous le nom de l'église de Sainte-Helle, la fin du mot toujours manquante. Constantinos est persuadé que sa découverte est la preuve qu'il s'agissait en effet de l'église de Saint-Lot, un lieu dédié au neveu d'Abraham. Si on regarde ici, on remarque une magnifique inscription grecque. Elle parle de l'évêque et de l'abbé qui s'occupaient du monastère, mais plus important encore, c'est cette date ici, avril 605 après Jésus-Christ. Cet endroit a 1400 ans. Même si cela a l'air très vieux, ce n'est rien comparé à ce qu'il découvrit derrière une porte scellée à l'arrière de l'église. Constantinos est convaincu que cette caverne est la raison pour laquelle le monastère fut construit dans une région si difficilement accessible. C'est l'entrée. On y va? Bien sûr. Je suis venu de loin pour voir ça. De toute évidence, les moines qui ont bâti cet endroit se sont donné beaucoup de mal pour protéger la grotte. Et Constantinos pense savoir pourquoi. Dans la Genèse, chapitre 19, verset 30, il est écrit que Lot et ses filles échappèrent à la destruction de Sodome et Gomorrhe en se réfugiant dans une grotte dans la montagne, près de Zoar. C'est sombre. Selon la théorie de Constantinos, les moines pensaient qu'il s'agissait de la caverne en question. Alors c'est ici que finit le monastère et que commence la grotte. Ah oui, en effet. Nous avons creusé sous le sol de l'église chrétienne et on a trouvé ces murs qui ont presque 5000 ans. Regardez ces poteries. Nous avons trouvé des poteries qui indiquent qu'il s'agissait d'un lieu de sépulture ou d'une habitation. Elles datent de l'âge du bronze, c'est-à-dire d'il y a presque 5000 ans. Personne ne connaît, avec exactitude, l'année où furent détruites Sodome et Gomorrhe. D'après les estimations de certains spécialistes, la tragédie aurait eu lieu au début, voire au milieu de l'âge du bronze, entre 2500 et 1700 ans avant Jésus-Christ. Et les artefacts retrouvés sur les lieux prouvent que cette grotte fut occupée pratiquement à la même époque. Il fallait que je sache. Est-ce la grotte de Lot? Eh bien, les chrétiens ont l'air de le penser, car ils ont construit l'église juste au-dessus de cette grotte, une caverne naturelle. Mais ce n'est pas la seule. Si on observe le paysage, on peut voir que la montagne en est remplie. Et c'est vrai, il y a de nombreuses grottes dans la région. Pourquoi celle-là? C'est l'idée qui a été transmise par la tradition orale. Et quand les chrétiens sont arrivés, ils ont construit l'église sur ce qu'ils pensaient être la grotte occupée par Lot. C'est une question de croyance. C'est ce qu'ils pensaient. Mais il n'existe aucune preuve tangible. Pas un seul artefact qui confirme que la famille ait un jour habité dans cette caverne. Cependant, il existe un autre moyen de lever le voile sur l'histoire de Lot, de sa famille et de leur périple à travers les cités de la plaine. Je replonge au cœur des récits bibliques pour retracer le parcours que Lot aurait pu entreprendre pour arriver à la cité maudite, Sodome. Dans le chapitre 13 de la Genèse, il est écrit que Lot et son oncle Abraham partagent un terrain à Bethel, qui se trouverait aujourd'hui en Israël. Puis ils décident de se séparer. Lot part avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, direction le sud-est dans la vallée du Jourdain. Il souhaite posséder plus de terre et agrandir son troupeau. Genèse chapitre 13, verset 12. Et Lot s'établit dans les villes de la plaine, et il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. La question demeure, où se trouve Sodome? Pour retrouver la trace de Lot, je contacte des guides jordaniens qui connaissent bien la région. Selon eux, nous ne sommes plus très loin de l'endroit où Lot aurait pénétré en Jordanie, il y a 4000 ans de cela. À l'époque, ils auraient sûrement voyagé à Dodan. Mais ça, c'est bien plus amusant. Yallah! Certains chercheurs pensent que les chameaux furent introduits dans la vallée du Jourdain plusieurs siècles après l'époque à laquelle Lot vécut. Au-delà des chameaux,
Lot serait très surpris de voir cette terre autrefois fertile transformée aujourd'hui en un vaste désert rocailleux. D'après le livre de la Genèse, cette région était autrefois accueillante et luxuriante, tel le jardin du Seigneur. Malgré ce magnifique paysage qui l'entourait, Lot aurait tout de même souffert du choc des cultures. À l'âge du bronze ancien, les changements sont rapides et nombreux en Jordanie. Les premières villes font leur apparition. Le choc des cultures doit être immense pour ce nomade, un berger habitué à vivre sous la tente. Les guides m'annoncent que nous rejoindrons bientôt une tribu de Bédouins et planterons notre tente dans un lieu que beaucoup d'habitants de la région et nombre de chercheurs considèrent comme l'ancienne ville de Sodome. Monsieur Josh? Oui, c'est moi. Ravi de vous rencontrer. Bienvenue. Merci. Les Bédouins ont préservé un mode de vie proche de celui décrit dans la Bible, à l'époque où Lot aurait lui aussi planté sa tente hors des murs de la ville. Dites-moi simplement ce que je dois faire et je ferai de mon mieux. D'accord. Faut bien essayer. Comme Lot, les Bédouins sont des bergers. Depuis des millénaires, ces nomades refusent le mode de vie urbain. Encore à ce jour, ils continuent de déplacer leurs troupeaux de moutons et de chèvres à travers l'immensité du désert. Leurs tentes, si caractéristiques, sont faites à partir de tentures en laine de chèvres tissées, en guise de lit, de simples tapis et des oreillers. Il y a une différence entre chaque pièce? Eh bien, J'en distingue trois. il n'y a pas vraiment de différence. Je vois. Pas de différence. Une pièce pour les femmes, deux pour les hommes, une pour dormir et l'autre est ouverte pour les invités, les accueillir le soir. Ils peuvent s'asseoir, discuter avec les gens, raconter des histoires. Ces tentes ont très peu évolué depuis l'époque où Lot et sa famille vivaient aux portes de Sodome, comme il est écrit dans la Bible. Nous faisons un feu pour nous réchauffer avant d'aller nous coucher. On est là depuis quelques heures. Certains dorment déjà, d'autres discutent encore. En tout cas, c'était vraiment une soirée magique. Je me trouve dans cette vallée, la vallée du Jourdain, avec à l'ouest la mer Morte, et j'aperçois au loin les lumières d'Israël. Et je suis là à parler de cette expérience et de mon voyage dans une tente de Bédouins. C'est quelque chose qu'on ne vit qu'une fois. Un étranger dans un pays étrange. Et je parie que c'est un mode de vie qui n'a pas changé tant que ça depuis le temps où Lot et Abraham parcouraient la région de Canaan. Je parcours la Jordanie à la recherche de preuves archéologiques qui pourraient faire la lumière sur l'un des chapitres les plus connus de la Bible, l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Dans les ruines d'un ancien monastère byzantin, j'ai visité une caverne que les premiers chrétiens considéraient comme le lieu où Lot et ses filles se réfugièrent après la destruction par Dieu des villes impies. J'ai ensuite voyagé à dos de chameau pour retracer le parcours qu'aurait effectué Lot à travers la vallée du Jourdain. À présent, mon but est de trouver des preuves de l'existence de la ville qu'il a fini par fuir, Sodome. Merci. De nombreux experts et historiens pensent que l'endroit le plus probable est un désert de ruines du nom de Babet-Dra. Pour le simple observateur, ce paysage ressemble à n'importe quel autre désert rocailleux. Mais pour le professeur Thomas Schaub, le chef de l'équipe archéologique, Babet-Dra représente une ancienne forteresse construite au début de l'âge du bronze, ici, en Jordanie. On voit bien que la façade s'est écroulée, mais il faut imaginer une superstructure faite de briques de terre D'accord. d'une hauteur d'environ 10 mètres. Il est difficile d'imaginer cela aujourd'hui, mais il y avait autrefois une cité de 4 hectares entourée de murs imposants d'environ 7 mètres d'épaisseur et hauts de plus de 10 mètres.
Des dizaines de maisons de pierre s'entassaient à l'intérieur de cette forteresse. À son apogée, Bad-ed-Dra abritait et protégeait plus de 1000 habitants. C'était tout à fait impressionnant. Mais il faut se servir de son imagination pour recréer cet environnement. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines. En 4300 ans, la majeure partie du mur de pierre ainsi que des petites maisons s'est écroulée. Il est difficile de distinguer où la ville s'arrête et où commence le désert. C'est pas l'endroit idéal pour construire une ville. Il n'y a rien ici. Non, on pense qu'à l'époque, c'était une région bien plus luxuriante. On a réussi à établir les tendances climatiques d'alors et l'air devait s'étendre à perte de vue. Dans la Genèse, chapitre 10, verset 13, il est écrit « Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, comme le jardin de l'Éternel. » Même si Bad-ed-Dra est censée se trouver à l'emplacement de l'ancienne Sodome, elle ne correspond pas au profil. Cette région est désertique et rocailleuse. Pourtant, les archéologues sont convaincus qu'un peuple tout entier pouvait vivre ici. Je veux découvrir pourquoi. Le professeur David McCreary est paléobotaniste. C'est un spécialiste des plantes. Il a découvert quantité de matière organique et de graines sur le site. Certaines sont vieilles de plus de 4500 ans, l'époque où Lot serait venu dans la vallée du Jourdain. Bienvenue dans mon bureau. C'est sympa. Pour déterminer la fertilité du site, David utilise un procédé très simple. C'est le principe de flottaison. Je l'aide en remuant l'eau contenue dans 2 bacs en plastique différents. Nous faisons un test sur un échantillon de terre que David a récolté plus tôt. Elle provient d'un ancien dispositif de cuisson trouvé ici, à Bad-ed-Dra. C'est la première fois que vous faites ça, hein? C'est la première fois que je remue de la terre. D'accord. En versant la terre couleur cendre dans l'eau, il est possible de séparer d'anciennes semences de la terre et de la poussière. La matière organique flotte à la surface. Elle est ensuite égouttée et examinée avec attention. Vous avez vu? Plutôt impressionnant. Oui, si vous le dites. Ce qu'on a ici est en grande partie du charbon de bois. Ce que l'on cherche, nous, ce sont des éléments aux formes géométriques. Ces éléments aux formes géométriques pourraient être des graines cuites. Mais elles sont difficiles à trouver. Ah, j'en ai une. Très bien. J'en ai trouvé une. David affirme qu'il s'agit d'une graine d'orge vieille de 4500 ans. C'est incroyablement fascinant. C'est fascinant, j'ai jamais été aussi content de trouver une graine d'orge de toute ma vie. Pendant ses années de recherche à Bad-ed-Dra, David a récolté et a pu identifier des milliers de graines similaires. En plus de l'orge, il a trouvé du blé, des graines de lin et des figues. Toutes ces variétés ont une chose en commun. Elles ne poussent que sur des terres suffisamment arrosées où l'irrigation est importante. Le blé en particulier pousse dans un sol irrigué. L'orge a également besoin de beaucoup d'eau. Une graine de lin, si elle fait plus de 4 mm, c'est un autre signe de terre suffisamment arrosé. Ça ne pouvait pas être dû à la pluie? Non. Pas dans cette région. Il faudrait que la saison des pluies soit régulière et abondante. Et dans cette région, les précipitations ne dépassaient pas les 17 mm3 par an. Le niveau de précipitation à l'âge du bronze n'était pas bien plus important qu'aujourd'hui. Pourtant, on pouvait trouver de l'eau en quantité. Des études montrent que le niveau de la mer Morte était plus haut de 120 mètres comparé au niveau actuel. On a également retrouvé les preuves de l'existence d'un lac et de plusieurs sources au pied de la forteresse de Bad-ed-Dra. C'est grâce à cet apport d'eau régulier que les habitants de cette ville ont pu irriguer leurs récoltes. La Bible décrit cette région comme étant bien irriguée. Je suis à la recherche des villes de la plaine. Est-ce que cette région correspond au profil? Bad-ed-Dra est en tout cas la ville la mieux irriguée. C'était certainement la partie la plus fertile de toute cette région pendant l'âge du bronze.
Et cette région offrait des ressources très avantageuses et très attrayantes. Les rochers et les restes de graines nous offrent de Babet-Dra l'image d'une ville prospère. Mais était-elle le genre de ville solidement enracinée et stable, capable d'attirer Lot en son sein? Une candidate possible dans l'identification de Sodome. Afin de mieux comprendre le peuple et les anciennes coutumes de Babet-Dra, Thomas Schaub m'emmène voir le cimetière de la ville, sorte d'archive nécrologique. Cette plaine, facilement identifiable avec son allure de passoire, est l'un des plus grands cimetières du Moyen-Orient. Regardez ces os et ces débris de poterie. C'est l'œuvre des pilleurs de tombes. On peut voir qu'il y a quantité de chambres souterraines. Essayons d'en trouver une. C'est ici que reposent depuis plus de 1200 ans des hommes ayant vécu à l'âge du bronze. Les fouilles archéologiques sont finies. J'ai donc la permission de Thomas d'aller explorer une des chambres moi-même. Si je suis pas revenu dans 5 minutes, envoyez les secours. J'envoie les secours, on prie. Cette tombe est vieille de 4000 ans. On est un peu à l'étroit. Ce qu'on pourrait appeler un igloo du désert. La tombe au plafond bombé n'est haute que d'1 mètre, d'une profondeur d'1,50 m. Comme toutes les autres tombes, celle-ci est vide. Mais quand Thomas et son équipe entreprirent les fouilles des sépultures dans les années 70 jusque dans les années 80, ils trouvèrent plus de 200 000 squelettes répartis dans plus de 20 000 tombes. Placés le long des murs de la tombe se trouvait toute une série de poteries, des offrandes déposées en l'honneur du défunt. Les objets trouvés dans ces sépultures furent méticuleusement archivés, extraits et mis en sûreté. C'est le jour de la lessive. Thomas a rapporté quelques objets funéraires trouvés dans les sépultures pour me les montrer. Toutes ces poteries ont plus de 4300 ans. Les poteries, les ressources agricoles, le nombre important de restes de squelettes, tous ces éléments tendent à démontrer que Babet-Dra était une communauté considérable et florissante dans la vallée du Jourdain, et cela durant des siècles. Une ville prospère, où les habitants n'habitaient pas dans des tentes, mais dans de véritables maisons, dont l'approvisionnement en nourriture était garanti. Une cité qui aurait très bien pu attirer Lot. Imaginons qu'on est à l'époque de Lot. S'il cherche un endroit où s'installer, et si on suppose que c'est une des villes de la plaine, c'est l'endroit idéal. Oui, en effet. Si Lot a voyagé pendant l'âge du bronze, il est sûrement venu ici. C'est la seule possibilité. Pour quelqu'un comme Lot, ou pour n'importe quel groupe de nomades à cette époque, ce serait le meilleur endroit où s'installer. C'est la seule possibilité. Dans cette région, c'était une ville dominante, la ville phare de l'époque, à partir du 3e millénaire. Mais c'est ici que les indices archéologiques de Babet-Dra et la légende biblique divergent. La chute de la ville n'aurait pas été aussi dramatique que ce qui est raconté dans la Genèse. Thomas m'explique en effet que la ville aurait été progressivement abandonnée sur une période de 100 ans, alors que la Bible raconte que les villes de Sodome et Gomorrhe prirent fin dans les flammes et la destruction. Il n'existe aucune trace d'un tel cataclysme à Babet-Dra. Si je veux trouver Sodome, je dois d'abord découvrir et prouver qu'un gigantesque incendie a bien eu lieu dans la région. Je retrace le parcours de Lot, neveu d'Abraham, grande figure biblique, à la recherche des 2 villes impies, Sodome et Gomorrhe. J'ai exploré les ruines d'un site datant du début de l'âge du bronze, identifié par certains comme la ville de Sodome, mentionnée dans la Bible. J'ai également visité un haut lieu de sépulture, l'un des plus grands cimetières du Moyen-Orient. Mais cette ancienne cité ne montre aucun signe de destruction par le feu.
Et dans la Bible, la description des dernières heures de Sodome et Gomorrhe est aussi claire qu'apocalyptique. Genèse, chapitre 19. Alors, l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu. Il détruisit ces villes, toute la plaine, et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. Il est question de puissance dévastatrice absolue, détruisant le territoire sur des kilomètres dans la plaine de la mer Morte. Aujourd'hui, beaucoup de spécialistes pensent qu'il ne s'agit en fait que de l'interprétation d'une catastrophe naturelle. Si la destruction de Sodome et Gomorrhe était si terrible que la Bible le décrit, ne devrait-il pas exister des preuves géologiques du phénomène? Pour le découvrir, je pars vers l'ouest et quitte la Jordanie pour l'État d'Israël, dans une ville appelée En-Gedi, à une 60aine de kilomètres de Babet-Dra. Je suis accompagné du professeur Shmuel Marco, un expert en géologie qui s'est spécialisé dans la région. Il veut me montrer l'empreinte laissée par les tremblements de terre qui ont très souvent secoué la région. Tremblements de terre qui ont aussi eu lieu à l'époque d'Abraham et de Lot, voire même bien avant. Ensemble, nous allons examiner la paroi d'une falaise de calcaire blanc à la recherche d'indices dans la mémoire géologique. Des indices qui pourraient expliquer le cataclysme qui causa la perte de Sodome et Gomorrhe. Nous allons grimper par ici. Le matériel est prêt. C'est assez à pic par ici. Nous allons descendre cette falaise en rappel. Génial. D'accord. Après vous. Shmuel me dit qu'il y a eu 17 tremblements de terre enregistrés dans la région. Et cela rien que sur les 100 dernières années. La mer Salée se trouve juste au-dessus d'une gigantesque faille géologique. Cette déchirure de l'écorce terrestre s'étend du Liban jusqu'au Mozambique. Longue de 7800 km, cette ligne terrestre sépare les plaques tectoniques africaines et arabes. Si cette faille était active à l'époque de Sodome et Gomorrhe, un tremblement de terre pourrait-il être à l'origine de la destruction des deux villes? Quelle vue merveilleuse! On aperçoit la mer Morte. Au fond, nous avons les montagnes de Moab. Et là, nous marchons sur ce qui était un lac il y a très longtemps. Il a disparu à la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 15 000 ans. Une diminution dramatique de la nappe phréatique a entraîné un assèchement total du lac, ainsi qu'une élévation considérable de son lit. Aujourd'hui, il est donc entouré d'un ravin aride et rocailleux, haut de 45 mètres. L'idée est de descendre en rappel le long de la paroi rocheuse pour que Shmuel puisse me montrer les différentes couches de sédiments qui se déposaient à mesure que le lac se tarissait. Allez, c'est parti! Le sol est friable et se désagrège sous nos pieds. Mais on voit nettement que la paroi du ravin est composée de milliers de petites couches superposées les unes aux autres. En effet, chaque strate a été formée par un dépôt sédimentaire de façon cyclique au fond de cet ancien lac. Qu'est-ce que ça représente, une ligne? Une couche déposée au fond du lac représente une saison. Les couches blanches représentent les saisons d'été, les couches marron les saisons d'hiver. Alors vous pouvez dater ces strates comme on date les anneaux des troncs d'arbres? Exactement. Les anneaux sont l'équivalent de ces lignes. La seule différence, c'est que les anneaux ne remontent jamais si loin dans le temps. Ici, certaines couches datent de plus de 50 000 ans. Vous ne trouverez ça nulle part ailleurs. C'est le fond géologique le plus vieux du monde. Ce véritable trésor vieux de 50 000 ans permet aux géologues de voir quand la région a été secouée par des tremblements de terre. Ce qu'on cherche, c'est ce type de couche.
celles qui ont l'air moins nettes. Shmuel désigne une bande épaisse de sédiments qui a l'air différente des autres. Elle est plus grosse et plus fouillie. Les sédiments qui se sont accumulés jusque-là se trouvaient sous l'eau. Puis ensuite, il y a eu un tremblement de terre qui a remué cette couche de sédiments et tout a été mélangé de façon chaotique. Le tremblement de terre a perturbé la couche sédimentaire qui elle-même représentait plusieurs centaines d'années. D'après Shmuel, ce séisme aurait eu une magnitude de 6 sur l'échelle de Richter. Une puissance largement suffisante pour détruire une ville qui, comme Sodome ou Gomorrhe, était faite de pierres et de briques. Et d'après Shmuel, nous avons ici la preuve incontestable que c'est en effet ce qui s'est passé. Ça nous indique qu'il y a environ 4000 ans, un tremblement de terre a très probablement secoué la région. Il y a eu des séismes sur cette période de temps. Alors, dans le cas présent, les preuves géologiques confirment l'hypothèse selon laquelle Sodome et Gomorrhe ont été détruites. Absolument, oui, c'est plus que probable. C'est pas juste possible, c'est probable. C'est ce que je dirais. Cependant, un tremblement de terre ne peut pas tout expliquer. Si je veux corroborer l'histoire de la destruction de Sodome et Gomorrhe, il me faut plus qu'une secousse sismique. Je dois trouver des flammes et du soufre. Et j'ai exactement l'homme qu'il me faut. Je retrouve Rami Khoury sur la côte est de la mer Morte, sur la péninsule de Lissan. Nous sommes à moins de 15 kilomètres des ruines de Babet Dra, à environ 30 kilomètres de Safi, considérée comme l'ancienne ville de Zohar. Rami a eu une idée intéressante. S'il a raison, cela nous permettra de faire le lien entre le texte de la Genèse et le sol que nous foulons, ici, sur la plaine de la mer Morte. Oui, tous les éléments décrits dans la Bible et dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, en ce qui concerne les ressources naturelles et géologiques, la nature du terrain, tout est encore là, ça n'a pas beaucoup changé. Rami sait qu'un des éléments à l'origine des phénomènes surnaturels décrits dans la Bible existe à l'état naturel, le soufre. À votre avis, c'est quoi? Je ne sais pas, on dirait de la craie. C'est du soufre, à l'état pur. Du soufre? Du soufre à l'état pur, d'une très grande qualité. Ça en a le goût, hein. Et on en trouve dans cette falaise? Pas seulement ici, on en trouve dans toute la région. Cet endroit en déborde. On va en ramasser encore un peu et je vais vous montrer un phénomène intéressant. Regardez cette merveille. J'assure, hein. J'ignore ce que Rami projette de me montrer avec ce tas de soufre, mais il vaudrait mieux se dépêcher, la nuit commence à tomber. Prenez ça, je vais vous montrer. Vous savez ce qui se passe quand on met le feu à un tas de soufre? Eh bien, ça s'allume. Et ça s'enflamme. Oh, tu vois ça? Oh la vache, ça pue. C'est bon, vous pouvez le reposer. Donc, on a ici du soufre en flamme. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Le soufre a des propriétés incroyables. Oui, la plupart des gens ignorent que c'est un combustible. On trouve des références aux flammes et au soufre tout au long de la Bible. D'ailleurs, ils sont les instruments préférés du châtiment divin. Rami ajoute que le soufre était utilisé comme combustible dans la région de la mer Morte pendant des milliers d'années. Mais je n'ai toujours aucune preuve tangible que des boules de soufre en flammes soient un jour tombées du ciel. On a quand même expliqué un phénomène majeur décrit dans la Bible, et le plus étonnant, c'est que c'est la nature qui nous l'offre. Tout n'est qu'une question de point de vue. Ça confère encore plus de crédibilité à l'histoire de Sodome et Gomorrhe.
Une chose est sûre, pour les habitants de la région, c'est tout à fait possible que ce soit à cause d'un phénomène naturel ou dû à une intervention divine. Alors quand on parle de flammes et de soufre, voici à quoi ça ressemble. Ça vous plairait de recevoir ça sur la tête? Sodome et Gomorrhe. Serait-il possible que l'histoire racontée dans la Bible soit vraie? En Israël et en Jordanie, j'ai observé les marques géologiques de tremblements de terre et j'ai vu de mes yeux du soufre en flammes. Oh la vache, ça pue! Mais les preuves archéologiques qui corroborent le récit de la destruction des deux cités sont bien plus difficiles à trouver. Aujourd'hui, pour la dernière étape de mon périple, je prends la route du sud vers un site archéologique appelé Numéra. Il s'agit d'une cité qui, à l'âge du bronze, était située dans la montagne et qui pourrait très bien être contemporaine d'Abraham et de Lot. Contrairement aux dernières ruines que j'ai visitées, celle de Babet-Dra, cette ville a connu une fin dramatique et quasiment instantanée, autour de 2400 avant Jésus-Christ. Je retrouve l'archéologue Thomas Schaub pour en apprendre un peu plus sur le site qu'il a découvert en 1973 et pour voir s'il n'y a pas dans les indices archéologiques un élément qui pourrait relier Numéra aux villes de Sodome et Gomorrhe. Quand nous avons entamé les fouilles, nous avons découvert qu'il y avait ici une paroi et une magnifique tour. Mais ce n'est pas la seule chose que nous ayons trouvée. Je peux vous montrer l'endroit précis. Ici, directement sur le sol, nous avons découvert deux squelettes. L'un avec une pierre sur le crâne. De toute évidence, il a été tué dans l'effondrement de la tour. Des cadavres? Des corps, deux squelettes allongés presque l'un à côté de l'autre. Comme ça? C'est ça. Allongés, les pieds dans cette direction. Très certainement tués sur le coup quand la tour s'est effondrée sur eux. La tête écrasée? Par les pierres qui tombaient de la tour. Sur cette photo, on aperçoit les deux squelettes datant de l'âge du bronze, enfouis sous les décombres de la tour. Une pierre a fracassé le crâne d'un des hommes. Un terrible événement a dû se produire pour que les deux cadavres soient abandonnés sans sépulture. Thomas pense qu'un tremblement de terre est à l'origine de la chute de la tour il y a 4400 ans. Cette région est une zone tectonique encore très active. Nous avons enregistré 17 tremblements de terre rien que sur le siècle dernier. Et un séisme aurait pu causer tout ça? C'est possible. Nous n'en sommes pas sûrs à 100%. C'est une éventualité. Thomas m'emmène ensuite sur une autre partie du site. Pour de nombreuses personnes, elle établit un lien concret entre la Numéra antique et les annales bibliques de Sodome et Gomorrhe. Il me conduit à une crevasse où le paléobotaniste David McCreaney m'attend. David veut me montrer une incroyable série de couches sédimentaires qui retracent les dernières heures de Numéra. Il y a une chose qui est très claire. Nous avons ici deux couches qui présentent des restes de matière calcinée. La première couche, juste ici, dans laquelle on distingue des morceaux de charbon de bois, ce sont probablement les débris carbonisés des poutres en bois qui soutenaient la toiture. Cette couche a 20 à 30 cm d'épaisseur et en dessous, nous avons une couche qui présente les signes d'un incendie encore plus violent. C'est en tout cas comme ça que je l'interprète. Plus c'est blanc, plus c'est chaud? Exactement. D'où cette couleur crayeuse. Donc ce n'est pas dû à un petit incendie, mais à des flammes gigantesques qui ont tout brûlé. En tout cas, on les retrouve dans toutes les parties du site que nous avons fouillé jusque-là. Ce qui voudrait dire que la ville entière aurait été consumée par les flammes. En tout cas, il y a de très fortes chances pour que ça ait été le cas. La cité aurait entièrement brûlé, puis aurait été abandonnée. Il n'y a aucune trace d'occupation après la destruction de la ville. Si les auteurs de la Genèse connaissaient la tragédie de Numéra, le site aurait parfaitement pu servir d'inspiration au livre biblique. Nous aurions donc affaire à une cité datant de l'âge du bronze, littéralement réduite en cendres le long des côtes de la mer Morte et contemporaine de Lot.
Si on prend en compte l'endroit où on se trouve, la mer Morte, les histoires décrites dans la Bible, le fait qu'il y avait autrefois une cité qui fut totalement réduite en cendres, est-ce qu'on peut établir un lien quelconque avec les villes de Sodome et Gomorrhe? Oui, ce n'est pas impossible. D'un point de vue archéologique, encore une fois, nous devons nous limiter aux preuves. Et nous pouvons seulement dire qu'il y a eu une terrible catastrophe, que le feu a réduit toute la ville en cendres. Et les indices suggèrent que la population n'est pas retournée vivre dans cet endroit par la suite. Les causes mêmes de cette destruction, pour les archéologues, restent encore très floues. Nous n'avons pas trouvé d'éléments qui permettraient de dire avec certitude si elle a été provoquée par l'homme ou par une catastrophe naturelle. Ce que l'on peut affirmer, c'est qu'il y a eu un gigantesque incendie, qu'il a détruit la ville et que la population n'est jamais revenue. Nous ne saurons peut-être jamais si les récits bibliques relatant la destruction de Sodome et Gomorrhe étaient oui ou non l'interprétation d'un phénomène naturel. Mais une chose est sûre, les villes de la plaine étaient souvent confrontées aux tremblements de terre. Cette région était également riche en matière organique combustible, à savoir le soufre. On ne doit pas écarter l'hypothèse selon laquelle cette ville carbonisée ait pu être l'une des villes impies. Si un jour les archéologues parviennent à démontrer avec certitude que Lot a bien habité dans la plaine de la mer Morte au début de l'âge du bronze, le mystère qui plane sur l'emplacement exact de Sodome et Gomorrhe pourra enfin être levé.